que je vais vous dire, c'est la conséquence de à peu près 30 ans d'observation. Moi, ça fait 30 ans que j'ai quitté les bancs de l'école et que je suis dans un seul secteur, le commerce et la conso. L'image que vous avez là, c'est ce dont je vais vous parler pendant à peu près 45 à 50 minutes, et puis après on aura du temps d'échange. Ce que vous avez, c'est l'illustration d'un Big Bang. En fait, je vais vous amener dans ce que j'appelle le Big Bang commercial qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter un état qui était relativement stable pour en construire un autre, et ça va prendre 5, 10 ans, peut-être davantage, on ne sait jamais combien de temps ça prend pour déconstruire quelque chose qui était finalement assez stabilisé. Vos parents, ils allaient faire leurs courses, notamment de grande consommation, dans des hypermarchés, des supermarchés. Pour l'essentiel, il n'y avait pas beaucoup d'autres circuits disponibles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de magasins. Il y a des alternatives comme vous n'en avez jamais connu encore avant. Et ça va encore bouger pendant quelques années. Et on va reconstruire un nouvel univers. Et donc, c'est cette période-là que je vais vous chroniquer en vous expliquant pourquoi on est dans ce Big Bang-là. Quelques mots de présentation. Donc moi, je n'ai pas du tout fait le même type de formation que vous, orienté commerce. Moi, je suis paysan de formation. J'ai fait une école d'agriculture à Toulouse il y a 30 ans. Mais je me suis intéressé dès le début au débouché ultime de l'agriculture qui s'appelle le commerce. Parce que par principe, il n'y a pas de production s'il n'y a pas de commercialisation pour ensuite de la consommation. Et depuis 30 ans, je gravite dans ce monde du commerce et de la conso. J'ai d'abord été journaliste et puis rédacteur en chef de magazines professionnels, dont un qui s'appelle Linéaire. Et puis un jour, je me suis dit qu'il valait mieux être petit patron que grand salarié. Donc j'ai monté ma boîte d'édition. Nous sommes 4. On est tous associés, j'y tiens beaucoup. Alors c'est moi qui l'ai créé, donc je suis majoritaire et elle porte mon nom. Mais tous ceux qui m'ont rejoint sont actionnaires, associés, pour ne pas travailler pour moi, mais pour travailler pour eux. Et on a un deuxième dogme, qui est le dogme de la non-croissance. Moi, je ne veux pas me développer. Ma boîte, elle est petite. Elle veut rester petite. Je veux qu'elle reste petite, parce que je ne cherche pas l'enrichissement monétaire. Alors, je ne conteste pas ceux qui veulent monter des boîtes et qui veulent grossir et qui veulent faire des boîtes compagnie. Total respect pour ça. Moi, ma boîte, elle est juste au service de mon plaisir du quotidien. Et non pas de mon enrichissement en fin de vie quand je la revendrai, puisque je la personnalise tellement dans la manière dont je le joue et parfois le surjoue, que de toute façon, elle ne vaudrait rien sans moi. Donc elle ne vaudra rien, ça ne me dérange pas, sauf qu'au quotidien, sur les nombreux jours qui me restent à vivre et à travailler, j'espère, elle me rend le plus heureux des hommes. Je vous encourage à réfléchir à ça, sur ce qu'est le travail et ce que peut être l'entreprise, source d'enrichissement financier ou source d'enrichissement personnel. Il y a une nuance entre les deux, et personnellement, j'assume totalement cette idée que ma boîte ne doit pas grandir, sinon j'en serais plus aussi heureux qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je fais des livres sur le commerce, les technologies dans le commerce, le futur du commerce, les pratiques que peuvent être l'image prix, pensée client, que sais-je encore. On fait des études sur le prix, sur la promo, sur le drive. On a une veille qui s'appelle Vigie. J'ai une activité qui est totalement en libre accès, que ce soit sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, avec à peu près 80 000 abonnés. Et là, tout est open, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre à l'entrée. Tout est accessible librement là-dessus. Vous pouvez vous inscrire, ça ne me rapportera rien, si ce n'est que le plaisir de compter des gens qui suivent. Et ça, pour le coup, c'est un bonheur que je compte, alors que je compte beaucoup moins les euros. L'audience, je la compte et je le revendique et je l'assume. Je dirige en parallèle un think tank, le think tank du quotidien Les Échos, le quotidien économique, sur la filière agri-agro. Alors un think tank, peut-être un nom abstrait pour vous, donc je vous explique en une phrase ce que c'est. C'est un groupe de gens très intelligents, plus intelligents que celui qui les dirige, parce que sinon il n'accepterait pas d'être dirigé par lui, en l'occurrence moi. Ce sont des patrons de la filière agri-agro, distribution, restauration, transformation, qui acceptent une fois par mois de venir réfléchir à l'intérêt général. Voilà, donc en gros, ils enlèvent leur casquette à l'entrée de la salle, ils acceptent de réfléchir à l'intérêt général de la filière agri-agro-distribution. Et on produit chaque année des recommandations, ça s'appelle un livre blanc, et notamment quelque chose sur lequel je milite beaucoup depuis déjà quelques années, qui est l'origine. Et donc on est à l'origine, c'est le cas de le dire, de cette campagne qui s'appelle Balance ton origine, où en gros on veut contraindre, j'assume le mot, les marques, les enseignes, à donner toute la transparence aux consommateurs sur l'origine des matières premières, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Un exemple ici. Et là, je suis chez Leclerc, c'est la MDD Leclerc. Alors, ça peut être une MDD ou une marque nationale, c'est pas le sujet. Mais vous avez, par exemple, ici à droite, un plat cuisiné poulet rôti avec un logo volaille française dessus pour dire « Regardez, mon poulet, il est français, c'est vachement bien. » Très bien. Juste à côté, dans la même gamme, vous avez un poulet, légumes du soleil et blé, et vous n'avez pas le macaron. Ben pourquoi? Parce qu'il n'est pas français. Et je ne vous dis pas d'où il vient, je le mets en face arrière du pack, dans la liste des ingrédients, en marquant juste poulet origine UE. Parce qu'en l'occurrence, il est polonais. Et donc ça, on n'en veut plus.
On veut donner la capacité au consommateur, s'il le veut et s'il le peut, de choisir en toute connaissance de cause. Parce que je vous prie de croire que si demain je mets un logo Pologne sur le poulet de gauche, ça va faire baisser la demande consommateur. Donc mécaniquement, ça va inciter les industriels à sourcer leurs matières premières davantage encore françaises. Et à ce moment-là, on aura une façon de peser sur les cours agricoles parce qu'on aura fait progresser la demande. Il n'y a rien de plus simple pour solutionner un problème économique, qui est la misère agricole, que des mécanismes économiques. Parce que ceux-là, ils sont robustes. Les mécanismes politiques, les lois, tout ce que vous avez peut-être entendu, ça ne solutionne le problème qu'un temps. Donc voilà pourquoi on se base sur l'origine. Et puis en parallèle de quoi, pour finir la présentation, je suis administrateur de C'est qui le patron. Je pense que vous connaissez cette marque, C'est qui le patron. Alors vous connaissez probablement celui qui l'incarne, qui s'appelle Nicolas Chaban, que vous voyez à peu près sur tous les réseaux, toutes les télés. Et ça va très bien comme ça, moi je n'ai pas de souci de gloire là-dessus. Je la cultive par ailleurs, mais donc je suis dans cette démarche-là depuis l'origine, parce que je considère qu'elle est super intéressante de ce que ça dit de la consommation. C'est que quand le consommateur comprend la valeur sociale qu'il y a dans un produit, il est prêt à suivre. Et qu'en fait, tout l'enjeu qu'il y a quand on est un fournisseur de la distribution, donc du consommateur in fine, c'est de faire comprendre la valeur du produit que l'on porte. Et si on ne la comprend pas, on ne l'achète pas. Si on la comprend, on va peut-être l'acheter. Et c'est ce qu'on fait avec ces patrons. Donc de temps en temps, je fais des animations, comme vous le voyez ici, dans un carrefour. Bon, tout ça pour vous raconter que, en gros, le commerce aujourd'hui est objectivement dans une espèce de fin de cycle avec un niveau de menace qu'on n'a jamais connu qui pèse sur, vous voyez, le commerce symbolisé ici. Vous avez un centre commercial dans lequel il y a des grandes surfaces, des moyennes, des petites, des indépendants, des intégrés, des alimentaires, des non-alimentaires. Bref, cette image-là, c'est le commerce en général. Il y a un niveau de menace objectivement inédit qui pèse dessus. Comment je peux vous le démontrer de manière assez facile? J'ai pris la démographie sur du temps assez long, une décennie. Vous avez la décennie 2010-2020, le nombre de Français, la démographie, le nombre de bouches à nourrir, parce que c'est ça la démographie, a progressé de 4%. Ça veut dire que tous les distributeurs que vous connaissez auraient dû progresser de 4%, ne serait-ce que pour suivre le nombre de bouches à nourrir qu'il y a en France. Or, dans le même temps, si je vous montre Carrefour, les hypermarchés Carrefour, sur la même période, on fait moins 8%. Les hypermarchés Auchan, sur la même période, on fait moins 14%. Les hypermarchés géants, on fait moins 4%. Vous n'allez pas en déduire que Casino va mieux, c'est juste qu'il avait commencé à creuser le trou avant, je ne sais pas pareil. Mais voyez que je vous ai pris 3 acteurs qui sont quand même très loin de ce que l'évolution théorique de leur métier devrait leur laisser espérer. Le nombre de bouches à nourrir a progressé de 4%, et tout cela, ils sont négatifs. Vous voyez que quand je vous dis qu'il y a une forme de menace inédite qui pèse sur le commerce aujourd'hui, ce n'est pas du flanc, c'est la réalité. Il y a objectivement des acteurs qui vont quand même pas très bien. Si je vous montre, le but n'est pas de retenir les chiffres, mais que vous voyez qu'il y ait du vert et qu'il y ait du rouge. Vous avez là sous les yeux le résultat, c'est-à-dire le bénéfice des hypermarchés Carrefour en France. Vous voyez que depuis 4 ans, les hypermarchés Carrefour en France perdent de l'argent. Donc vous voyez, quand vous entendez parfois la petite musique, les grands distributeurs, je ne vais pas vous faire pleurer non plus, on sort des distributeurs, attention, hein. Mais je veux vous inciter à avoir un peu de nuance et de modération. Les chiffres que je vous montre, évidemment, sont justes. Donnez-moi ce crédit-là de connaître un peu le sujet dont je vous parle. Eh bien, Carrefour, en France, les hypermarchés, depuis 4 ans, ils perdent de l'argent. Ça veut dire que chaque fois qu'ils accueillent un client, c'est pour perdre de l'argent. Alors, heureusement, il y a d'autres activités Carrefour qui marchent. Les supermarchés, ça marche, et la proximité, ça marche aussi. Et voyez que quand je vous dis qu'il y a un niveau de menace inédit qui pèse sur le commerce, il y a aussi cette façon-là de le démontrer. Et quand je vous parle des hyper Carrefour, je vous parle quand même de à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 250 hypermarchés. Donc je ne suis pas en train de vous parler d'une super de quartier en bas de la ville. Donc c'est un peu rouge. En fait, vous avez 6 menaces qui pèsent en même temps, et c'est ça qui est original, qui pèsent en même temps sur le commerce. Et en fait, pour reprendre une expression qu'on utilise souvent, qui est les planètes sont bien alignées, non, là pour le coup les planètes elles sont mal alignées, et surtout elles sont toutes mal alignées en même temps. Et c'est ça qui rend la situation extrêmement compliquée et difficile pour le commerce, c'est qu'on ne les a jamais eues aussi mal alignées en même temps, et je vous propose qu'on ouvre ces différents chapitres les uns après les autres pour que vous compreniez en quoi ça pèse, et ça crée cette menace qui est en train de fermer un cycle en détruisant une partie de l'appareil commercial pour en ouvrir un autre où on va évidemment reconstruire quelque chose qui ne sera pas tout à fait le même, mais je ne vous ai pas dit non plus qu'il sera radicalement différent. Et c'est ça la période dans laquelle on est en train
de rentrée ou dans laquelle on est même déjà. Le premier sujet, c'est la taille du gâteau, la consommation. Ben oui, les commerçants, ils vivent sur un gâteau qui s'appelle la consommation. Pas de bol, ce gâteau-là, il ne progresse plus. Alors, il ne baisse pas non plus, mais il ne progresse plus. Il y a une année charnière où, en gros, ça s'est arrêté de croître, c'est 2008. Avant 2008, ça progressait de manière assez naturelle, entre 2 et 3% par an tous les ans. Ça veut dire que, pour prendre une métaphore maritime, il y avait du vent dans les voiles. Et donc, tout le monde avançait, même ceux qui ne savaient pas tirer des bords. Parce que quand vous avez du vent, tout le monde avance. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vent, ou plus beaucoup de vent. La moyenne de la consommation depuis 12 ans, 13 ans, elle est à 0,5% par an, exception faite de 2020 que je ne voulais pas dans la moyenne, sinon ça serait terrible. Donc je ne vais même pas me servir de 2020 pour donner du crédit à ma démonstration. Vous voyez, je vous le montre ce que ça donne quand j'étale le chiffre. Vous avez un avant 2008 sur la consommation, et quand je parle de la conso, c'est toute la conso, tout ce que nous dépensons. Ce n'est pas que la consommation alimentaire chez Carrefour, non, c'est l'ensemble de la consommation. Notre propension à dépenser, à consommer. Donc avant 2008, c'était toujours dans le vert. Depuis 2008, c'est parfois dans le vert, parfois dans le rouge. Et la moyenne, elle fait 0,5 en enlevant 2020, où là, pour le coup, évidemment, de manière assez logique, ça s'est effondré. Donc, la première idée, c'est que le gâteau ne grossit plus de manière aussi mécanique qu'avant. Donc, évidemment, quand vous avez toujours de l'appétit et que le gâteau ne grossit pas, ben, vous devez apprendre à vous contenter de portions qui ne grandissent plus. Donc ça, évidemment, ça fait déjà un premier changement. Le deuxième changement, c'est le développement du e-commerce. Alors évidemment, je ne vous apprends rien en vous évoquant ça. C'est simplement le fait de le mettre en perspective, brique après brique. Le e-commerce aujourd'hui, c'est à peu près 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à la grosse couche. Bon. Le problème, c'est que quand vous avez 125 milliards d'euros online, et que sur la consommation, globalement, ça ne progresse plus ou plus beaucoup, vous imaginez que ça crée une pression sur le offline. Et que quand je suis dans les hypermarchés, par exemple, et notamment sur le non-alimentaire, qui est la première victime du développement du e-commerce, eh bien ça fait baisser les chiffres d'affaires. Là, vous avez les ventes non alimentaires des hypermarchés, en gros sur une décennie. Ils ont perdu 7 milliards d'euros, presque 7 milliards de chiffre d'affaires. Ils n'ont pas perdu 7 milliards d'euros, ils ont perdu 7 milliards d'euros de ventes. Mais néanmoins, ça pique. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Si le gâteau ne grossit plus et que vous avez un nouveau convive autour de la table, ceux qui étaient déjà autour de la table avant, ils ont moins à bouffer. Excusez-moi, moi j'ai fait que paysan de formation, donc je suis assez basique comme garçon. Et ça tombe bien, le commerce est quelque chose qu'on ne doit pas compliquer dans l'analyse, tellement c'est que du bon sens. L'industrie, c'est beaucoup plus compliqué. Et le commerce, putain, qu'est-ce que c'est simple à comprendre. Donc ne le compliquez pas quand vous cherchez à le comprendre, à le prendre. Faites preuve de bon sens. Ça marche à chaque fois. Si je vous montre maintenant, toujours comme tout à l'heure, le cas Carrefour sur le non-alimentaire. Je vous ai dit tout à l'heure, globalement, le non-alimentaire a baissé d'à peu près 7 milliards. Mais si vous regardez spécifiquement le cas des hyper Carrefour en France, regardez, je mets 2020 encore à part dans la démonstration, ben vous voyez, il n'y a que du rouge. Hein. C'est-à-dire qu'année après année, on fait du négatif sur du négatif, sur du négatif, sur du négatif, au final on a perdu 40%. Les hypermarchés Carrefour, sur la décennie précédente, ont vu leur vente non alimentaire baisser de 40%. Forcément, ça pique. Alors, quand vous êtes confronté à ces deux premiers insights, le gâteau qui ne grossit pas, un nouveau convive autour de la table, évidemment, vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit, première conséquence, c'est que ça pèse sur le chiffre d'affaires offline. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Et comme ça pèse sur les chiffres offline, mais spécifiquement, d'abord sur le non-alimentaire, eh bien, on remet le curseur à mort sur l'alimentaire. Donc, on se réalimentarise. Parce que, de toute façon, il vaut mieux aller sur un marché qui est moins web perméable que de rester sur des marchés qui sont très web perméables. C'est assez logique, là aussi, c'est que du bon sens. Et donc, on le voit, si je vous amène visiter, par exemple, des magasins assez récents et symboliques, surtout de ce mouvement-là, vous voyez, dans ce carrefour-là, regardez à quoi ressemble l'alimentaire. Le rayon boucherie, c'est limite un artisan. Vous avez le rayon boulangerie, regardez le fruits et légumes. Si je vous amène à la cave et que je vous fais rentrer dans la cave et que je vous dis mettez votre fortune sur la table, tout est relatif sur la fortune, mettez ce que vous avez pour parier ou non qu'on est dans un hyper, je voudrais bien savoir qui aurait parié. Et pourtant, on est bien dans un hyper. Vous voyez, c'est ça ce mouvement de réalimentarisation. Dit de manière totalement familière, et je l'assume, il faut en faire des temples de la bouffe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que pour le coup, le temple de la bouffe, vous ne l'aurez jamais sur votre smartphone ou votre écran d'ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure des protections possibles. Alors, c'est pas que Carrefour, c'est tout le monde.
Vous voyez, là, je vous amène à Moulins. Parce que si ça se passe à Moulins, ça se passe partout. Hein. Je suis gersois, donc je peux me moquer de l'Allier, je vous rassure. Donc, en termes de trou du cul du monde, comme j'aime à le dire, on s'y connaît quand même. Hein. Donc voilà. Bon, regardez Leclerc Moulins dans l'Allier. Voilà. Alors c'est autre style, autre ambiance que le Carrefour de tout à l'heure, mais c'est la même direction. Voilà, parce que ça a été fait différemment par notre archi, par notre designer. Mais en gros, c'est je fais un temple de la bouffe. Regardez comment sont présentés les légumes. Hein, c'est Moulins dans l'Allier, hein. C'est pas Manhattan. Hein. Et pourtant, à Manhattan, c'est la même chose. Hein. Moulins dans l'Allier. Regardez la pâtisserie. Si je ne vous laisse pas le chariot qui est en haut à droite, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est dans une pâtisserie d'hypermarché? Pas sûr. Et si je vous amène à la cave, vous voyez la gueule de la cave? Bon, ben voilà, vous avez compris ce que c'est que l'alimentarisation des magasins. Alors évidemment, je vous ai montré des magasins qui ont poussé le curseur très loin, mais tous sont en train de pousser au moins un peu le curseur aujourd'hui, au gré des rénovations, au gré des moyens qu'ils ont pour le mettre. Je n'ai pas encore vu le géant du Puy, mais connaissant Casino et la capacité qu'ils ont à ne pas investir, j'imagine bien que ça ne ressemble pas tout à fait à ce que je vous ai montré. Mais on va aller au-delà du cas de la situation d'un magasin dans une ville. La tendance que je vous décris, c'est une vraie tendance. Après, il y a une deuxième stratégie utilisée par les enseignes, c'est que comme leur marché ne grossit plus et qu'elles ont toujours soif de croissance, elles doivent se demander comment je réussis à vendre plus cher des volumes qui ne progressent plus. C'est-à-dire, je vais vendre le même nombre de calories, parce qu'on ne va pas bouffer 4 fois par jour pour faire plaisir à Carrefour, Leclerc et Auchan, mais par contre, le but, c'est que la calorie que je vende, je la vends plus cher. Alors, vous avez 3 solutions. La première, on va l'exclure, c'est j'augmente mes prix, parce que ça, évidemment, ça ne marche pas. Ou alors, ça marche qu'un temps, parce que le client, il s'en rend compte, il ne vient plus. Donc, ça, non. Vous avez 2 solutions pour accroître le prix de la calorie vendue. La première, c'est de travailler sur la marchandise, c'est-à-dire sur l'offre, sur l'assortiment. Et donc, c'est pour ça que vous voyez beaucoup plus de produits locaux, de produits de qualité, de produits bio. Parce que quand je vous vends un poulet fermier label rouge, au kilo, il est plus cher que le poulet industriel. Donc, la calorie, elle est vendue plus cher. Donc, c'est leur intérêt. Donc, c'est le travail sur l'assortiment, ce qu'on appelle la politique marchandise. Vous avez après une deuxième stratégie qui consiste à dire je vais vendre des produits qui incorporent plus de services, et notamment des produits les plus transformés possibles. Et là, en fait, les hypermarchés et les supermarchés, parfois, vous allez le voir, ont quasiment une nouvelle mission qui n'est plus la mission historique de la grande distribution, c'est de remplir vos placards et vos frigos, et après, vous allez préparer et vous allez remplir votre estomac. Eux, ils se disent non, mais en fait, je vais directement préparer pour remplir les estomacs. Et donc, quelque part, ça devient des espèces de restaurateurs. Alors, ça s'illustre comment? Vous voyez, je vous amène là, c'est même pas qu'un sujet d'hypermarché, je vous amène dans un supermarché. Désormais, dans le nouveau concept de Carrefour Market, vous avez ce qu'ils appellent une cuisine, avec de la préparation sur place pour des plats du jour, avec une rôtisserie version XXL, avec un bar à pizza, un bar à pâtes. Bref, l'idée, c'est de préparer des produits qui vont incorporer à l'intérieur une dose de service, donc ils vont être vendus plus cher. Parce que de manière assez logique, si je vous vends une quiche Lorraine tout préparée, ça vaut plus que la somme des parties pris isolément. C'est logique, je pense que ça tout le monde comprend, c'est aussi du bon sens. Eh bien, c'est ce qu'ils font tous. Si je vous amène visiter alors une enseigne que vous ne connaissez pas ici, parce qu'elle est très localisée dans le nord et dans l'est, qui s'appelle Match, qui appartient au groupe Cora, c'est le dernier magasin ouvert, à l'intérieur, il y a une vraie cuisine. Voilà, les mecs, ils sont en train de vraiment cuisiner. C'est pas pour faire... ils font de la soupe, ils font des sauces, ils font des plats cuisinés. C'est pas juste prendre des demi-baguettes, des tartinés de beurre et de mettre du jambon et du fromage dedans. Hein. C'est autre chose. On est vraiment dans de la préparation. Et c'est vendu juste devant. Vous voyez que derrière de la cuisine, devant, il y a les produits qui sont faits du jour et qui, évidemment, portent une valeur additionnelle qui est de nature à vendre la calorie plus chère. Donc, à adresser ce fameux problème stratégique qu'ils ont, c'est que la conso ne progresse plus, et eux, ils veulent toujours progresser. Donc, si vos volumes ne progressent pas et que vous voulez toujours avoir des chiffres d'affaires en hausse, il faut que vous créiez de la valeur, et notamment ici, par le niveau de transformation. Troisième menace qui pèse sur le commerce, les capacités commerciales. Le monde que je vous ai décrit jusqu'à présent devrait inciter à une forme de modération. Ah oui, la conso, elle ne progresse pas, et en plus, il y a une partie qui fuite du offline vers le online, et donc il faudrait arrêter d'accroître les capacités commerciales. Mais qui arrête le premier? Qui est volontaire pour ne pas croître? Personne. Ça s'appelle, heureusement ou malheureusement, suivant ce que vous pensez à titre perso, et ça n'est pas grave, l'économie de marché. L'économie de marché ne porte pas en elle
l'autorégulation. Chaque acteur est légitime pour toujours vouloir croître. Et donc personne n'est volontaire pour freiner d'abord, pour que vous compreniez l'image. C'est comme de la Formule 1. Celui qui gagne la course, ce n'est pas celui qui a le moteur le plus puissant. C'est celui qui freine dernier et qui accélère le premier dans les virages. Et là, personne ne veut freiner le premier. Oui, parce que le premier qui freine, il se fait distancer par les autres. Et donc, ils continuent tous à ouvrir des magasins, à agrandir certains magasins quand ils ne sont pas assez grands. Bref, à produire des mètres carrés commerciaux de surface de vente. Alors, vous avez les capacités commerciales qu'on le mesure en mètres carrés, vous les avez aussi exprimées en nombre d'heures travaillées. Aujourd'hui, vous avez plus d'un hypermarché sur 2 en France en moyenne qui est ouvert le dimanche matin. Il y a 15 ans, il n'y en avait quasiment pas. Quand vous ouvrez les magasins avec une amplitude horaire plus importante qu'avant, mais que le marché global ne grossit pas, vous accroissez les capacités commerciales sans faire se développer le marché, donc vous affaiblissez vos ratios économiques. Là aussi, c'est que du bon sens. Donc mécaniquement, ce que je vous raconte là, depuis un quart d'heure, ça produit une baisse des rendements commerciaux. Le gâteau ne grossit pas. Il y a un convive de plus autour de la table, qui a un appétit de dingue, le e-commerce. Et vous avez toujours plus d'autres convives autour, parce que les capacités commerciales progressent. Donc, les parts de chacun sont de plus en plus petites. C'est bête comme chou. Donc, on est confronté à la baisse des rendements commerciaux aujourd'hui dans le commerce d'une manière macroéconomique. Ce qui ne veut pas dire, notamment pour les étudiants qui sont ici, n'entendez pas que je vous dis tout le monde va mal. C'est pas ça que je vous dis. Je dis que le marché dans sa globalité va mal. C'est la différence entre la macro et le micro. En macro, ce que je vous raconte, c'est la vérité. Et derrière, évidemment, il y a toujours une variabilité. Vous en avez certains qui se portent très mal et d'autres qui continuent à aller bien. Et c'est la moyenne qui n'est pas bonne. Mais la moyenne, c'est ce que je vous décris là. Et si je vous le mets en chiffres, cette histoire de rendements commerciaux, c'est-à-dire le nombre d'euros par mètre carré, ben, si vous regardez les hypermarchés qui sont à gauche, depuis 7 ans, ils sont systématiquement en baisse de rendement. Or, le rendement, c'est la base du modèle économique de la distribution. Parce que si vous avez moins d'euros qui passent par chaque mètre carré que vous exploitez, vous allez avoir du mal à faire votre résultat. Et à droite, vous avez les supermarchés. Alors évidemment, il y a eu ce fameux rebond en 2020 lié à l'attente de proximité, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer autant qu'on le voulait, mais même avec le pic vert que vous avez pour les supermarchés, la moyenne sur 7 ans, elle est négative. Donc ce que je vous raconte de la baisse des rendements, ce n'est pas du flan, c'est la réalité. Simplement, j'ai commencé par vous expliquer le pourquoi, pour vous amener ensuite sur le chiffrage. Donc c'est une réalité tangible, mesurable. Et si jamais j'en ai perdu par cette démonstration-là, je vais vous rattraper en une image, parce que tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, c'est ça. Il n'y a pas plus à bouffer, mais ils sont plus nombreux pour bouffer. Donc ils se foutent sur la gueule. Voilà. Donc en fait, le monde commercial dans lequel on est, c'est celui-là. C'est logique, la guerre des prix, la guerre de la promo, c'est normal. Il faut arrêter d'imaginer que la guerre, que l'agressivité commerciale va cesser parce qu'il y a un politique qui aura dit « Oh là, les gars, il faut arrêter la guerre. » Non, une guerre, malheureusement, on le vit en ce moment, s'arrête sous 3 conditions. Quand il n'y a plus de raison de faire la guerre, quand il n'y a plus de soldats pour faire la guerre, quand il n'y a plus de munitions pour faire la guerre. Ça fait à peu près une demi-douzaine d'années que je raconte cette histoire-là, que ça ne s'arrêtera pas. Vous voyez, aujourd'hui, on vit ce que c'est qu'une guerre. Une guerre, ça ne s'arrête pas parce qu'un mec qui dit « ça suffit là, les gars !» Ben non. Si celui qui fait la guerre considère qu'il a des raisons de la faire, qu'il a la capacité de la faire et qu'il a les hommes pour la faire, il va la faire, hein, ben c'est exactement ce qu'on a sur ce marché. Ouais, il y a des raisons de faire la guerre, je vous les ai racontées. Et manifestement, il y a encore des munitions. Et il n'y a pas encore eu de mort. Donc on continue à se faire la guerre. Et donc c'est logique que ce marché-là soit très agressif. Agressif, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on est toujours dans la surenchère promo, par exemple. Et là, c'est des produits 100% remboursés. Vous imaginez que c'est intéressant. Et que du coup, le magasin n'a pas ouvert, qu'ils sont tous à attendre. Ben oui, évidemment, quand c'est gratuit, c'est toujours plus intéressant. Alors, il y en a partout, hein, de la promo, vous voyez, même sur des produits alimentaires, hein, zéro problème. Et puis, ce que je vous raconte là sur l'alimentaire, c'est aussi vrai sur le non-alimentaire. Alors, j'assume totalement le goût de la mise en scène, je vous rassure, sinon je ne ferai pas ce métier-là. Mais ça me permet d'utiliser le jeu pour vous le raconter. Ce jour-là, je suis allé chez Buff
avec 25 euros, je suis reparti avec une cafetière et j'ai reçu 50 euros de bon d'achat. Je vous refais la phrase, parce qu'elle n'est pas très intuitive. Ce jour-là, je suis allé chez But, j'avais 25 euros, je suis reparti avec la cafetière et j'ai reçu 50 euros de bon d'achat. Vous avez vu que je n'ai pas mis Leclerc dans la phrase. C'est pas parce que Leclerc est Leclerc que le marché serait dur. Enfin, de temps en temps, j'entends de ces âneries autour de ça. Ouais, mais s'il n'y avait pas Leclerc, ah putain, la vache, ça serait quand même plus simple. Oui, non, c'est pas Leclerc le problème. Le problème, c'est moi, c'est vous, c'est nous, les consommateurs. Nous sommes tellement promophiles que nous rendons les enseignes promo-dépendantes. Voilà. Et ce que je vous raconte là, vous voyez bien, on est sur le non-alimentaire. Et pourquoi ils le font? Parce que ça marche. Ça fait plusieurs années qu'à la rentrée, chaque année, But fait l'opération, vous voyez ici, qui s'appelle 200% remboursé. Et donc, ce n'est pas un sujet d'acteurs alimentaires qui se tirent la bourre. C'est un sujet de consommateurs que nous sommes. Regardez, le textile. Vous avez du moins 50% toute l'année. C'est bien pour ça que les soldes ne marchent plus, ou beaucoup moins qu'avant. Quel intérêt y a-t-il à attendre janvier ou juillet pour avoir du moins 50 sur le textile quand vous en avez toute l'année, franchement? Et là aussi, vous avez vu le niveau de réflexion. Là, je suis proche du néant de la réflexion, pour vous le faire partager. Mais c'est la réalité. Quel intérêt y a-t-il à attendre janvier ou juillet pour avoir 50 sur le textile? Rien, aucun. Et donc, on n'attend pas. Bon. Des fois, c'est même pire. Regardez ici. Je suis chez NAFNAF. J'ai une chance sur 5 de partir sans payer. Vous voyez, j'ai toujours pas mis Leclerc dans la phrase. J'ai toujours pas parlé d'enseigne alimentaire. Non, là, je suis dans le textile, l'enseigne spécialisée. Ben oui, quand les temps sont durs, vous n'attrapez pas les mouches avec du vinaigre et il faut bastonner. Voilà, ça s'appelle le commerce. C'est aussi bête que ça. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, parce qu'il y a lui, là, le client, que je range au rang des menaces. Alors, évidemment, le client est une opportunité pour un commerçant, je vous rassure. Voilà. Mais moi, je le range au rang d'une menace pour vous faire comprendre que son comportement, son niveau d'exigence aujourd'hui, il est une menace pour les commerçants parce qu'il vous oblige à élever votre niveau de jeu d'une manière incroyablement plus importante qu'avant. Alors, pour vous faire comprendre ce qu'est ce fichu client, il y a un mot, la frustration. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai théorisé en 2007. Pour vous dire que ce n'est pas d'hier. On était deux, il y a un sociologue et moi qui travaillions là-dessus à ce moment-là. Campagne électorale présidentielle Sarkozy, qui promettait d'aller chercher, alors là je ne parle pas aux jeunes parce que forcément vous n'êtes intéressés pas à ça, je parle à ceux qui n'ont plus de cheveux, des cheveux blancs, voilà, ou qui ont moins mon âge, c'est dire, Sarkozy promettait d'aller chercher, rappelez-vous, 1 point de pouvoir d'achat avec les dents. Pour montrer que là, voilà, une énergie. Pourquoi ce mec-là répond à un problème qui ne s'oppose pas? Il ne peut pas être co, enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sarko, il ne peut pas être co, pas possible. Et donc, en fait, il répondait à un problème qui ne se posait pas, puisqu'il n'y avait pas de problème de pouvoir d'achat. Par contre, il y avait le sentiment du problème. C'est bien la différence. Et donc, en 2007, il y a 15 ans, mais ça n'a pas bougé depuis, vous allez voir, on a théorisé ça. L'idée qu'il n'y a pas plus con comme postulat que la baisse du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malheureux. Hein, on fait 3 pas dans la rue, on en trouve. Rassurez-vous, il n'y a pas de condescendance particulière. Bien sûr qu'il y a des malheureux. Mais il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat quand vous acceptez de regarder les masses. Et même quand vous prenez les indicateurs les plus pessimistes, qui est le pouvoir d'achat par unité de consommation, c'est-à-dire qui tient en compte des ménages qui sont parfois de plus en plus petits avec les familles monoparentales, mais même comme ça, il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat. Voilà. Alors il n'y a pas de hausse non plus, je n'ai pas dit ça. Il y a une stabilité sur le temps long. Mais par contre, il y a une explosion du vouloir d'achat. C'est-à-dire notre désir ne cesse de croître, alors que notre capacité, elle est limitée. Et donc ça crée, entre les deux, de la frustration. Et c'est le sentiment d'appauvrissement que l'on exprime en disant qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Hashtag Gilets jaunes. Voilà. En sociologie, le phénomène des Gilets jaunes, c'est ça. C'est le mec, je vais caricaturer un peu, je l'assume, c'est pour vous faire comprendre le truc. C'est le mec qui est au SMIC, qui est sur un rond-point pour manifester, et qui, devant une caméra pour le journal télé, dit « Putain, c'est pas normal, je peux pas envoyer mes enfants faire du ski en février. » Oui, effectivement. Si tu gagnes le SMIC, tu ne pourras pas envoyer tes enfants en colonie de vacances en février. C'est comme ça.
Alors je ne vous dis pas que c'est bien que c'est mal, ne voyez pas de là pour le coup du cynisme déplacé. Non, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, même si on lui filait 10% de plus, il ne pourrait toujours pas envoyer ses enfants faire du ski en colonie de vacances en février. Il y a une non-acceptation de nos conditions individuelles dans la société, qui est la conséquence de l'aspiration qui va croissante pour si toi tu as ça, moi je veux pareil. Ah oui, mais toi tu bosses, je ne veux pas le savoir. Notre vouloir d'achat, il est alimenté par le fait que l'on sait tout ce qui existe et par le fait de savoir ce que certains ont et que moi je n'ai pas. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir des aspirations, hein, pas ça le sujet. Mais forcément, ça crée de la frustration. Alors maintenant, donc ça c'est la sociologie. Maintenant, comment on raccroche la sociologie et la conso? La frustration, ça produit une idée qui est que tout est concurrent de tout. Parce qu'en fait, comme je ne peux pas tout me payer, alors que je désire tout, je vais devoir arbitrer entre tout. Pour vous faire comprendre de manière plus opérationnelle cette idée-là, prenons un exemple. J'ai 10 € en poche pour faire plaisir à ma chérie ce soir en rentrant. C'est pas totalement idiot de se dire, voilà, je veux en rentrant ce soir, voilà, un petit quelque chose. Mais mon problème, c'est que je n'ai que 10 €. Ce qui n'est pas totalement con, puisque ça concerne beaucoup de gens sont sous la contrainte financière. Voilà, ça c'est une réalité. Le revenu médian français, c'est 1 700 €. Ça veut dire qu'un client sur deux qui rentre dans un magasin, il a 1 700 € par mois au moins pour vivre. Donc la contrainte financière, c'est une réalité. C'est pas ça que je nie. Donc j'ai 10 € en poche pour faire plaisir à ma chérie ce soir. Je vais peut-être me dire, je rentre avec un bouquet de fleurs. Je l'invite au ciné, ou j'arrive avec une bouteille de vin pour prendre un apéro à deux, par exemple. Donc ça veut dire que je vais mettre en concurrence des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc ça veut dire que dans ma tête, le fleuriste et le caviste, par exemple, seront concurrents. Alors qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Si vous demandez au fleuriste quel est son concurrent, il va vous dire, non mais c'est l'autre fleuriste à l'autre bout du village. Ah ben non mon gars, tu as un concurrent encore plus haut. C'est celui qui peut te vendre quelque chose qui va remplir le même usage pour à peu près la même somme d'argent. Et là, Dieu sait que ça élargit sacrément le champ de la concurrence. Et donc, comment je vais réagir, moi, conso, à ce moment-là? Alors, là où c'est intéressant, c'est que je ne vais pas chercher le prix le plus bas. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de problème de pouvoir d'achat. On a un problème de valeur des euros que l'on dépense. Une nuance. Les Grecs, les Espagnols, les Italiens ont connu, il y a eu des crises très dures, ils ont connu des baisses violentes de pouvoir d'achat. Nous, on a un modèle social en France, et heureusement, qui pour le coup nous préserve des grands écarts. Donc, mon problème, c'est pas que j'ai 10, je voudrais dépenser 8. Non, c'est que j'ai 10 une fois, alors que dans ma tête, je voudrais les dépenser 3 fois. Donc, je ne vais pas chercher à dépenser 8 si j'ai 10. Je vais chercher à donner le plus de valeur aux 10 que j'ai. Parce que comme je ne les ai qu'une fois, je ne veux pas me tromper, je veux qu'ils produisent le plus d'effets possible. Donc, admettons pour l'exemple, le bouquet de fleurs, il vaut 8. La bouteille de vin, elle vaut 10. Je peux me payer les deux. Le moins cher des deux, c'est le bouquet de fleurs. Sauf que je sais par expérience que quand la soirée démarre par une bouteille de vin, elle démarre par une bouteille de vin. Madame Daubert a besoin d'alcool. Sinon, elle n'y arrive pas. Bon. Tout ça pour vous dire que ce qui va me faire juger n'est pas le nombre d'euros, c'est la valeur des euros que je vais dépenser. Et donc, vous voyez bien qu'en la circonstance, je vais peut-être prendre le plus cher. Non, c'est pas le plus cher. C'est là où mes euros auront plus de valeur. Et donc, c'est ça le mot qui résume la consommation aujourd'hui, c'est la valeur des euros dépensés. Mais alors, vous allez dire, mais pourquoi les distributeurs, ils se font autant la guerre sur les prix? Quand vous vendez du Nutella chez Carrefour, chez Leclerc, c'est le même. Comment vous donnez plus de valeur aux euros? En demandant moins d'euros. Donc, dès lors que vous vendez des produits qui sont identiques, évidemment, comment on donne plus de valeur? En étant en discount. Puisque le Nutella chez Leclerc, il vaut 5 € et chez Carrefour, il vaut 5,50 €. Où ça le vaut le plus? Chez Leclerc, pardi. Vous voyez, la combinaison du prix et de la valeur, c'est comme ça qu'il faut envisager l'agressivité et la concurrence. Et donc, tout est concurrent de tout, et on a en permanence besoin de réassurance. Et donc, le consommateur, en ce sens, devient de plus en plus exigeant sur les réassurances. C'est-à-dire sur les éléments qui lui font dire, non, ça le vaut. Et l'une des réassurances en matière de commerce que l'on trouve, c'est la spécialisation. Exemple, Grand Frais. Vous connaissez Grand Frais, vous en avez, il y en a un peu partout maintenant. La Grand Frais, c'est l'illustration de cette idée-là. Plus le commerçant est spécialiste,
plus il est légitime pour porter de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire de manière beaucoup plus concrète que ça, qui est une idée un peu fumeuse peut-être pour certains? Prenez l'exemple suivant. Vous avez le parking de l'hypermarché Carrefour, mettons. En face, vous mettez un grand frère. Les deux vendent des pommes. Les deux vendent des pommes Golden. Pour l'exemple, on va considérer que les deux les vendent à 1 € le kilo. Où les pommes ont-elles le plus de valeur? Chez Grand Frère. Parce qu'il est spécialiste. C'est comme ça. Voilà. Donc, la spécialisation aujourd'hui, notamment que vous voyez dans le commerce, avec toujours des formes de vente avec des promesses plus ciblées, c'est la conséquence de ça. La spécialisation confère la légitimité confère la capacité à porter des eaux. Et à ce que ça le vaille bien aux yeux du consommateur. Voilà. Donc c'est ce mouvement-là qui conduit à la fragmentation de la distribution et à la fragmentation de la consommation, parce que chacun d'entre nous, autant que on est en train, pour certains actes d'achat, alors toi, ça sera les fruits et légumes, toi, ça sera la viande, toi, ça sera de l'épicerie sucrée haut de gamme, etc., etc. On est en train de fractionner nos achats en allant chercher dans des formes de vente, ponctuellement, sur quelques produits, on va surinvestir. On continue à aller chez Carrefour et chez Leclerc. Hein. Sauf qu'on n'y va plus pour 100%. On y va pour peut-être 95%. Ouais, mais si chacun n'y va plus que pour 95%, ça fait 5% en moins. Et ça commence à piquer. Et voilà pourquoi vous voyez autant de formes de vente spécialisées se développer. Alors sur l'épicerie, sur les produits, sur les fruits et légumes, sur le vin, sur les produits fermiers, surtout. Parce que chacune d'entre elles est plus légitime que l'hypermarché ou le supermarché, parce qu'elle est plus spécialisée. Certains grands distributeurs assument ça et le font eux aussi. Là, je pense que vous ne connaissez pas cette enseigne parce qu'il n'y en a que 3. Je suis chez... Est-ce que quelqu'un sait dans quel groupe de distribution je suis? Et pourtant, vous le connaissez. Je suis chez Auchan. Vous connaissez Auchan, évidemment, puisque vous avez Auchan ici. Et chez Auchan, on a créé cette enseigne qui s'appelle les Partisans du goût. Vous allez voir à quoi ça ressemble. On n'est pas du tout dans une ambiance d'hypermarché ou de supermarché. On est dans une ambiance de magasin spécialisé. On est dans une ambiance de primeur. On prépare sur place. Et l'épicerie, ça ressemble à ça. Vous voyez, elle est totalement éloignée de la grande distribution classique. On n'apparaît plus spécialiste. Dans ce magasin, on ne vend pas une ampoule, pas une pile, pas un crayon, pas un cahier, pas une bombe de peinture. Tout ce que vous trouvez même dans des supermarchés qui sont à 80% alimentaires, ah oui, ils ne sont pas à 100% alimentaires. Vous avez toujours un petit rayon, papeterie, dépannage, machin. Non, là, il y a de la bouffe et que de la bouffe. Donc je suis mécaniquement plus spécialiste. 5e menace, la perméabilité des marchés. Alors ça peut vous paraître un peu fumeux, vous allez voir, ça va vite être très opérationnel. L'idée, c'est de se dire, on va prendre un exemple, si vous allez à la cantine, quand vous avez fini votre assiette à la cantine et que vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez sur le plateau d'à côté s'il n'y a pas encore de quoi bouffer. Ben, c'est ça dans le commerce, c'est-à-dire ils ont tous faim, et donc ils cherchent tous, juste à côté, à vendre ce qu'ils ne vendaient pas avant, à des consommateurs dont ils disent, ben oui, mais c'est le même client, donc je peux lui vendre ça aussi, etc. etc. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, quand vous allez chez Zara, vous avez du parfum. Voilà. C'est ça l'idée. Zara, c'est un vendeur de ça. Ça, je pense que vous le savez. Ben, chez Zara, vous avez du parfum. Parce que Zara s'est dit un jour, mais attends, mais le parfum, j'en faisais pas, donc si j'en fais, ça fait de la croissance. Ah oui, ce que vous ne faisiez pas, que vous faites, c'est mieux, c'est du plus. Ça, c'est logique. Et puis, est-ce que c'est totalement con de vendre du Sambo quand je vends de la sape? Non, ça va plutôt ensemble. Bon, un autre exemple, Picard, le roi du surgelé, il vend du vin. Pourquoi il vend du vin? Parce qu'il vous vend les plats que vous allez récupérer le soir en rentrant chez vous pour manger, et autant vendre la bouteille de pif qui va avec. D'ailleurs, Picard, qu'est-ce qu'il vous dit? Plus besoin d'aller chercher le vin ailleurs. Vous voyez, c'est ça l'idée de la perméabilité des marchés, où en gros, chacun regarde juste à côté de lui ce qu'il pourrait vous vendre. Quand vous allez en jardinerie, la jardinerie, c'est du végétal, je vous apprends rien. Depuis longtemps, c'est de la déco, ça vous le savez aussi, ok. Mais aujourd'hui, c'est aussi du textile, c'est aussi de l'épicerie. Pourquoi ils disent? Parce que, allez, on est capable de vendre ça, allez hop. Sauf que quand vous achetez un paquet de gâteaux, là, ici, Michel et Augustin, parce qu'ils vendent que des trucs haut de gamme, c'est un paquet que vous n'achetez plus dans le Carrefour à côté. Hein. Parce que vous ne faites pas 2 paquets de gâteaux, parce qu'il y a 2 commerçants qui vous le vendent. Hein. Vous voyez la perméabilité, ça fait plus 1 ici, mais si ça fait plus 1 là, comme les marchés sont globalement à 0, ça fait moins 1 ici. Donc ça fait un écart de 2. Un autre exemple, la foire fouille. La foire fouille, c'est le magasin où on vend des
petits objets pour la maison, de la pétouille, des machins. Bon, voilà. Et désormais, on vend de l'épicerie sucrée, on vend du maquillage et de la beauté, on vend de la droguerie, et puis regardez bien la marque de lessive, hop, la même marque dans une autre enseigne, je suis chez Electrodépôt, qui vend aussi de la lessive. Pourquoi? Parce que comme ils vendent des machines à laver, ils disent je peux vendre de la lessive. Sauf que la lessive, ça ne se boit pas. Donc si vous avez acheté un bidon chez La Farfouille ou un bidon chez Electrodépôt, c'est un bidon que vous n'achèterez pas chez Carrefour. C'est comme ça. Vous voyez ce que produit la perméabilité des marchés, ça produit cette idée-là, que tous les commerçants ont de plus en plus de concurrents. Vous voyez, ça ne produit pas un état qui soit forcément super confortable. Donc, ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, ce à quoi je rajoute que même les fournisseurs s'y mettent aussi et deviennent concurrents des distributeurs. L'Oréal, vous connaissez forcément L'Oréal, un quart de son chiffre d'affaires se fait en direct. Un quart. Il y a 7 ans, 8 ans, c'était moins de 4%. Donc forcément, quand vous achetez une crème de jour, une crème de nuit, un truc, je ne sais pas quoi, du mascara, hop, sur L'Oréal.com, vous ne l'achetez plus chez Leclerc ou chez Auchan ou chez Carrefour. Même chez Sephora. Donc, ce que je vous ai raconté, ça ne dessine pas un paysage d'une grande stabilité, d'une grande sérénité, ça pique, c'est dur, et c'est normal. Parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est robuste. Et ça pourrait être bien pire. Parce qu'en fait, il y a les nouveaux barbares, qui eux menacent carrément de renverser la table. Alors le nouveau barbare, c'est quoi? C'est des gens qui ont compris le changement qu'il y a dans ce qui fait, en théorie, la valeur d'un commerçant. Dans le monde d'avant, la valeur d'un commerçant, c'était deux choses. La capacité à trouver le bon emplacement, et puis le fait qu'une fois qu'il avait le bon emplacement, ici, parce que comme ça je vais vous regarder plein cadre, ici, donc parce que je vois tout le monde, donc ça vaut plus cher que l'emplacement qui est ici, en toute logique, puisque celui-là est le bon, donc c'était sa première valeur d'acheter le bon emplacement. Une fois que je suis là, il faut que j'ai le maximum de produits dedans, il faut du stock, du choix. Donc ça coûte encore de l'argent. Donc ça veut dire que dans le monde d'avant, la valeur d'un commerçant, c'était son actif commercial. Son actif commercial, c'est son magasin. Et ça, c'est le monde d'avant. Est-ce qu'on manque de magasins? Non. Est-ce qu'on manque de clients? Oui. Et donc, c'est la valeur des nouveaux commerçants qui arrivent, qu'on appelle les nouveaux barbares, qui ont compris que ce qui fait la valeur d'un commerçant, c'est le flux client. Vous n'avez plus besoin d'avoir un magasin pour être considéré comme un commerçant. Vous avez besoin d'avoir des clients. Et si vous avez des clients, même si vous n'avez pas de magasin, c'est-à-dire au sens de capacité de réponse à l'offre, vous trouverez quelqu'un qui l'aura et qui le remplira pour vous. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Uber, qui propose du service de taxi, n'a pas une seule voiture. Il ne possède aucune voiture. Par contre, les clients se tournent vers lui. C'est à Uber que je commande, c'est à Uber que je paye, et c'est à Uber que je réclame si éventuellement ça se passe mal. Donc à mes yeux, Uber est bien le commerçant. Pourtant, on n'a pas de voiture. Vous voyez bien la transition qui est à l'œuvre entre ceux qui faisaient la valeur d'un commerçant avant et ceux qui étaient en train de faire la valeur d'un commerçant après. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de magasin, mais ce qui veut dire que le premier sujet discriminant pour être un bon commerçant, c'est d'avoir un flux de clients. Et qu'on voit même aujourd'hui des formes de vente où il n'y a plus du tout de magasins. Et pourtant, ce sont des commerçants. Je vous amène aux États-Unis. Voir quelque chose qui s'appelle Instacart. Instacart, c'est une application. Là, je suis à Philadelphie. Je suis rentré dans l'application. Elle m'a proposé tous les magasins de la ville. J'ai choisi Whole Foods, ça s'écrit en mots, et je fais mes courses. J'achète des bananes, des poivrons, du lait, tout ce que vous voulez. Comme je suis curieux, je vais dans le fameux magasin Whole Foods, pas très loin de là où j'étais, et je regarde des gens, ils sont en train de préparer les courses toute la sainte journée. Ce mec-là, il prépare des courses. Il est ce qu'on appelle un piqueur dans le jargon. Il va passer en caisse. On lui a réservé une caisse, évidemment, pour pas qu'il fasse la queue, parce qu'il ne fait pas les courses pour lui, il fait les courses toute la journée. Ensuite, il y a le deuxième élément dans cette chaîne-là qui arrive, lui s'appelle Roger. Il est bagagiste à l'aéroport de Philadelphie, le matin, et l'après-midi, il fait la livraison pour Instacart. Vous allez voir après comment je le connais. Donc il part avec 5-10 commandes à livrer. Et donc à 19h45, Roger, il m'a livré. Là aussi, ça me permet de vous dire ce jour-là, j'ai fait mes courses chez Whole Foods sans avoir été en interaction ni physique, ni numérique avec Whole Foods. Je ne suis pas allé faire mes courses chez Whole Foods. Je n'ai pas utilisé une application Whole Foods. J'ai utilisé une application d'un agrégateur d'offres, d'une marketplace, qui ensuite est allé dépêcher des gens pour faire les courses chez Whole Foods. Moi, j'ai commandé à qui?
à Instacart. Qui est le commerçant? Instacart. World est devenu le sous-traitant. Puisqu'il a mis à disposition ses capacités pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. La désintermédiation, c'est quand vous mettez quelqu'un entre vous et votre client. Et là, ce quelqu'un, il s'appelle Instacart. Et ce que je vous raconte sur Instacart aux États-Unis, ça existe en France, désormais, depuis 1 an, ça s'appelle Everly. Everly, c'est une marketplace directement inspirée de ce que je vous ai raconté, qui s'est développée d'abord à Lyon, et aujourd'hui dans une dizaine de villes. Ça, pour les curieux, vous irez sur mon blog, il y a un pas à pas complet pour que je raconte le truc, mais je vous fais en gros, je vous raconte comment ça marche. Vous avez toutes ces villes-là, et dans chacune de ces villes, vous avez accès à l'offre de toutes les enseignes que vous voyez, sur l'application Everly, et non pas sur l'application de chacune des enseignes. C'est bien un agrégateur d'offres. Donc, par exemple, je suis à Lyon, je me connecte depuis, alors exactement, Villeurbanne, place Charles-Hernu. Je me connecte, on me propose l'offre de Auchan, Intermarché, Carrefour Market, Super U, Casino. Vous allez me demander comment il faut, pas très compliqué. Ils aspirent l'offre sur les sites internet, ils la remettent sur leur appli. Voilà. Donc, je choisis par exemple Intermarché. Donc, je vais naviguer dans l'offre d'Intermarché, mais dans l'environnement d'Everly. Je suis bien sur l'application d'Everly. Donc, je fais mes courses de produits Intermarché. Je vais payer à Everly. Ils envoient quelqu'un faire les courses chez Intermarché pour moi, et ce quelqu'un, il m'a livré. Donc, ce jour-là, j'ai fait mes courses chez Intermarché sans avoir été en interaction, ni physique, ni numérique, avec Intermarché. Vous voyez ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est tout ça. Pouvez vous paraître un peu gros, nous amène à filer des puits, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Lyon, Toulouse, Marseille, Grenoble, demain le puits, rassurez-vous, parce qu'une fois que vous avez développé un truc, voilà. Vous voyez bien que dans ces cas-là, le magasin devient un sous-traitant. Donc, en un mot comme en mille, les temps sont durs et ça va durer. Parce que ce que je vous ai raconté là, c'est que des phénomènes structurels, structurants, voire peut-être même déstructurants, parce que ça pique un peu. Alors que faire? Vous êtes dans un cursus de formation où il ne s'agit pas juste de faire des diagnostics, mais aussi se demander, ok, so what? En très mauvais français. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette idée-là? Ben, vous n'avez qu'une idée. Qu'une idée. Aujourd'hui, le commerçant, il doit plus simplement exister. Rappelez-vous, peut-être d'ailleurs que certains profs vont expliquer qu'il y a 3 règles de commerce, 3 règles de succès dans le commerce, un l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Bon, je ne sais pas si vous l'ont dit, donc je ne vais pas être violent dans la critique de ce qu'ils vous ont dit, mais bon, ça c'était avant, hein. Parce que des emplacements, il y en a beaucoup plus qu'avant, d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de magasins, ensuite parce que notre mobilité individuelle a sacrément progressé. Regardez votre mobilité individuelle comparée à celle de vos parents ou de vos grands-parents, vous comprenez aisément, vous fréquentez beaucoup plus, vous voyez, pardon, pour être précis, beaucoup plus de magasins dans une journée que vos parents ou vos grands-parents. Donc en fait, je veux dire, la notion d'emplacement, elle a perdu de sa valeur à mesure que le nombre de magasins progressait et que notre mobilité progressait. Donc c'est pas ça le sujet aujourd'hui, c'est la préférence, de la préférence pour la préférence. Pourquoi je vais choisir d'aller là alors qu'il y en a tout un tas d'autres qui voudraient me recevoir aussi? Pourquoi je vais là? Parce que je préfère aller là. C'est aussi bête que ça. Donc, la seule obsession qu'un commerçant doit avoir aujourd'hui, c'est la préférence. Et donc, vous avez besoin de réfléchir autour de l'idée, comment se construit la préférence? Alors, je vais vous proposer ma vision. Il n'y a pas une définition officielle de la préférence. Ça, voilà. J'ai l'immodestie de penser que la mienne, elle est un peu structurée. Voilà. En tous les cas, c'est le fruit d'un peu d'expérience. Donc, je vous propose mes 4 leviers de la préférence. Le premier levier, c'est l'offre. On l'oublie trop souvent. La première raison de fréquentation d'un magasin, c'est la réponse à un besoin. C'est pas pour aller se promener. Je ne dis pas que de temps en temps, vous ne faites pas du shopping comme ça, balade, mais dans la majorité des cas, c'est pour répondre à un besoin. Donc, la première raison, c'est je vais aller là parce que je présuppose que c'est là qu'on va pouvoir répondre à mon besoin. Et donc là, la politique d'offre, le fait de chercher des produits, de trouver des trucs que les autres n'auront pas, mais que vous avez, c'est-à-dire en gros de vous enlever les doigts pour être familier, pour proposer des choses que les autres n'auront pas. C'est-à-dire un commerçant, c'est pas un cueilleur. Il regarde le catalogue de ce qu'on lui propose et il cueille. Non, 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 non. C'est un chasseur. Il doit aller chercher des trucs qu'il sera le seul à avoir. C'est ça l'idée. Un commerçant, c'est pas un cueilleur, il picore pas dans le sous. Non, non. Il va chercher. Et donc, grâce à ça, l'offre peut devenir un élément de différenciation, donc un élément de préférence. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le lien
entre l'enseigne et le client. C'est-à-dire c'est ce que le client sait de l'enseigne, ce qu'il en pense, en quoi il y a une forme de proximité entre lui et l'enseigne. Alors pas proximité géographique, proximité affinitaire. Est-ce que je me sens proche de cette enseigne? Qu'est-ce qui fait que je vais d'abord penser à cette enseigne avant de penser aux autres? Qu'est-ce qui fait que demain, avec ma femme, si on doit changer le canapé de la maison, on va se dire tiens chérie, on va chez Ikea. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit on va chez Ikea? C'est la top of mind, c'est celle qui est en haut. C'est peut-être parce que je me dis que c'est là où je vais trouver, parce que je sais que j'ai un choix terrible. Puis l'enseigne, c'est bien ce qu'il faut, vous voyez? Je mets petit à petit ce qui fait que je pense d'abord à lui ou à elle, comme enseigne, et non pas aux autres. Troisième élément de préférence, c'est l'image prix. C'est pas le prix, c'est l'image prix. C'est l'image que je me fais, ou la perception que j'ai à l'avance de la capacité de l'enseigne à donner de la valeur à mes euros. C'est pas uniquement la moins chère. Non, c'est celle qui va donner le plus de valeur à mes euros. J'ai 2000 balles pour un canapé, ou 1000, ou 500, ou 10 000, pas le sujet. Où est-ce que ces euros vont produire le plus d'effet? C'est ça la question. Et puis enfin, vous avez tout ce que vous donnez à vivre à vos clients. Est-ce que c'est zéro tracas ou 100% emmerdement? C'est ce que j'appelle l'expérience d'achat, la shopping experience, vous appelez ça comme vous voulez, parce que la visite d'après se prépare toujours par rapport à la visite d'avant. Si la dernière fois que vous êtes allé dans un magasin, ça s'est mal passé, c'est pas gagné que vous pensez d'abord à lui pour la prochaine fois. C'est pas gagné. Et je vais terminer là-dessus, sur ce que j'appelle le penser client, qui m'amarotte depuis très longtemps. J'écris beaucoup là-dessus, parce que c'est finalement la chose la plus simple à mettre en œuvre pour être préféré de ses clients. Parce que tout le monde peut le faire, même dans les enseignes hyper centralisées où les choses sont décidées en haut, il n'y a rien qui peut être décidé en haut quand on est en train de parler du carrelage. Parce que par principe, le carrelage, c'est en bas. Voilà. Donc ça se fait toujours sur le terrain. Pour vous convaincre de ça, je vais faire de vous des clients pendant un instant. Je vais vous poser des questions. Quel est le prix de ce produit sur ce box? Vous avez du mal à le savoir, parce que les prix, ils n'y sont pas. Enfin, si, ils sont tous ensemble, réunis là sur une grande feuille, machin. Qu'est-ce qu'on a dit au client? Démerde-toi. On lui a dit démerde-toi, puisqu'on n'a pas mis les prix sur chaque produit sur les poches. Vous achetez quelles oranges pour faire du jus? Est-ce que vous achetez les Valencia qui sont à gauche, d'Afrique du Sud, catégorie 1, calibre 4,5 à 2 € le kilo? Ou est-ce que vous achetez les navelles, toujours d'Afrique du Sud, toujours catégorie 1, toujours à 2 € le kilo, qui sont à droite? Je vous rappelle que la question que vous posez, c'est j'achète des oranges pour, admettons, faire du jus demain matin. Ça, c'est le langage client. Là, on ne parle pas la langue du client. On parle la langue réglementaire, parce qu'il faut mettre une variété. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut les enlever. Il faut les mettre, c'est obligatoire. Enfin, il faut quand même aussi savoir parler à son client. Si moi, je vous parle en moldave, et que vous ne comprenez pas le moldave, depuis 1 heure, vous n'aurez rien compris à ce que je vous ai raconté. Ah, vous aurez trouvé ça peut-être joli, à haute voix, vous n'aurez rien compris. Si vous ne parlez pas la langue de celui auquel vous vous adressez, vous risquez de ne jamais être compris. Et là, on ne parle pas mal. Quel est le prix promo de ces liégeois? Est-ce que c'est le prix qui est écrit le plus gros et en rouge, mais qui est plus cher? Ou est-ce que c'est le prix qui est écrit en plus petit et qui est moins cher? Je vous rappelle que ma question, c'est combien je vais payer? Est-ce que vous avez envie de vous engager dans ce rayon? Probablement. Vous appuyez où pour peser vos bananes? Ce que je vous montre là, évidemment, n'est pas mis en scène. Ce ne sont que des situations véridiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un mec dans un magasin qui se dit, bon attends, c'est quand même pas trop compliqué. Je vais marquer le numéro du fruit et du légume sur l'ardoise, et puis quand il va venir poser, il va se rappeler que la banane, c'est le 12. Et oui, mais le jour où je fais une ratatouille, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, je dis la recette de la ratatouille, pour ceux qui n'ont pas encore appris ce que c'est que la cuisine, hein, puisque comme vous avez 20 ans de moyenne d'âge, vous allez mettre de l'aubergine, de la tomate, de la courgette, enfin bon, vous allez mettre plein de trucs, et vous ne vous rappellerez plus, évidemment, de ce qu'il faut. Et puis enfin, est-ce que vous pensez que le tapis qu'elle regarde ira chez elle? Un tapis, ça se met à plat chez soi. Enfin, je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais chez moi, je le mets à plat. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça, bien sûr. Bon. Là, ils sont cerclés, inviolables, et donc, en gros, il faut qu'elle le regarde en disant « ouais, ça va aller ». Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure façon de vendre des tapis. D'ailleurs, si vous allez chez Saint-Maclou, vous verrez qu'ils ne sont pas vendus comme ça.
priori, le spécialiste Saint-Maclou, il les étale, il les tend pour qu'on les voit. Bon, il y a probablement une raison. En fait, je vous ai montré les 3 piliers du pensée client. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que ceux qui se destinent demain à faire du commerce dans un magasin, sur du carrelage, c'est votre première mission, c'est de rendre l'offre lisible et compréhensible, c'est de rendre le prix lisible et compréhensible, et c'est de faire en sorte que l'expérience d'achat soit la moins traumatisante possible, pour ne pas dire la plus enchantante possible. On va mettre trop d'ambition non plus. Ce que je vous ai raconté là, je vais vous le reformuler d'une autre manière. Ça s'appelle de la pédagogie. Je ne suis pas prof, rassurez-vous, je ne vais pas prendre de place, ceux qui sont ici, il y a encore enseignants. Mais les choses les plus importantes doivent être reformulées 2 fois, et tant qu'à faire, de 2 manières différentes. Parce qu'on a plus de chances de récupérer ceux qui n'auraient pas tout compris à la première. Parce que ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait que, depuis une intention d'achat, je peux aller jusqu'à un achat? C'est ça la magie du commerce. J'ai un truc derrière le dos. Je vous le vends 2 €. Est-ce que vous l'achetez? Pas sûr. Elle ne sait pas ce que c'est. En réalité, on va supposer que vous en avez besoin. Je vous vends ma zapette. Parce que vous en avez besoin. Je ne vous dis pas combien. Donnez-moi votre portefeuille. Je vais me servir. Pas sûr non plus. Pas sûr non plus. Bon, alors, je vous l'ai fait de manière un peu pétasse. C'est moi, je vous rassure. Avec mon respect. Donc, non, mais ce que vous avez vu, là, de manière un peu simple, c'est que quand il vous manque un des 2 éléments fondamentaux de ce qu'est une décision d'achat, je ne dis pas que vous n'achèterez jamais, je dis que ça va être plus compliqué. Et les 2 éléments, c'est quoi? C'est le quoi et le combien. Quand je vous disais rendre le prix lisible et compréhensible, c'est le combien. Rendre l'offre lisible et compréhensible, c'est le quoi. Donc vous avez besoin d'avoir les 2 pour vous demander cette question fondatrice du commerce que vous ne verbalisez quasiment jamais, mais qui passe toujours, c'est toujours ce tamis-là, ça passe par ce tamis-là, c'est est-ce que ça le vaut, oui ou non? Vous ne verbalisez quasiment jamais ça. Sauf de temps en temps pour des produits qui ont une triple caractéristique. Ils sont chers par rapport à votre capacité d'achat, vous les achetez rarement, et ils sont très impliquants pour vous. Exemple, demain, le canapé avec Madame Dolé. Donc on sera, mettons, chez Ikea, on aura trouvé un truc, 3000 balles, ça pique un peu quand même, hein, voilà. Je suis sûr qu'il y en a un sur les 2, une fois qu'on aura eu, qui va dire à l'autre, t'es sûr que ça le vaut quand même? C'est sûr, vous allez même arriver de temps en temps à le verbaliser, ce wording-là, comme on dit en très mauvais français. Et pour autant, vous l'avez toujours. Même pour une boîte de petits pois, vous n'achetez pas une boîte de petits pois si vous êtes sûr que ça ne le vaut pas. Et par contre, vous ne vous demandez pas, dis donc, est-ce que les petits pois Carrefour, ça le vaut? Non, ça, vous ne vous dites pas ça comme ça. Mais vous avez bien besoin d'avoir et le quoi et le combien pour décider de l'acheter. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques situations où vous passerez outre. Vous êtes dans le désert, vous êtes assoiffé, vous avez un bédouin qui passe, elle n'aurait pas fait sa Saint-Denis-Touche, là, tout à l'heure, elle n'aurait pas discuté le prix de l'eau. Hein. Elle dit, oh, ok, vas-y, serre-toi dans mon portefeuille. Voilà, mais dans certains cas, vous allez avoir cette contrainte telle qui pèse sur vous que, bon, ma théorie, on s'en fout un peu. Oui, sauf que si vous comptez que sur ces actes de consommation hyper contraints pour vivre, vous n'allez pas bien vivre. Donc dites-vous bien que vous avez besoin de répondre à ces 2 questions d'abord. C'est quoi, c'est combien? Et que le cadre dans lequel vous allez le mettre s'appelle l'expérience d'achat. Et que c'est ça le concept. Et que pour ceux qui feront du commerce concrètement, vous devez être obsédés par cette idée-là. Et c'est ça que j'appelle le penser client. Et quoi que vous fassiez, ça sera toujours la première de vos stratégies. Parce que tout le reste après sera moins important. La couleur de votre logo, la campagne de pub que vous allez faire. Non, ça, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Mais si vous n'avez pas le penser client, ça sera toujours moins important. Merci, j'en ai terminé, je suis à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut faire circuler un micro. Pas de questions? Ah. Et la question est aussi gratuite, je le dis, parce que comme tout à l'heure c'était le sujet, là, je ne vends pas les questions non plus. Je suis quand même un très mauvais commerçant.
Voilà. Il faut aller jusqu'au fond pour la première question. C'est dire qu'elle a de la valeur. Non, je n'entends pas. Vas-y, il faut que tu parles plus. Est-ce qu'il est vert dessus? Oui, il est vert. Ah voilà, c'est bon. Je voulais savoir à peu près le rendement moyen d'un supermarché, d'un discounter, le mètre carré, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que l'art discounter remonte en puissance en termes de chiffres? Est-ce que... Les art discounters, comme Lidl, remontent vraiment par rapport au supermarché? Ok, j'ai compris. Alors, pour vous donner quelques chiffres, le rendement moyen d'un hypermarché, c'est à peu près 10 000 euros du mètre carré, et par an. Le rendement moyen d'un supermarché, c'est à peu près 6 à 7 000 euros du mètre carré. Et le rendement moyen d'un hard discounter, c'est à peu près 6 000 euros. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rendement, c'est la conséquence de deux choses principales. Alors, évidemment, il y a le trafic, machin, mais je parle de l'offre. Quand vous vendez du non alimentaire, ce qui est le cas des hypermarchés, bah, une télé, ça vaut plus cher que la somme des boîtes de petits pois qui occuperaient la place d'une télé. Ou un ordinateur, enfin, tu as compris l'idée, bien sûr. Donc c'est logique que les hypermarchés aient des rendements plus élevés. Les hard discounters qui ont beaucoup de succès, tu me diras, mais c'est étonnant ce que nous dit, puisque les hard discounters, ils sont finalement plus bas. Oui, mais un hard discounter, il a un prix moyen de l'offre qui est beaucoup plus bas. Lidl vend 80% de marques de distributeurs, 20% de marques nationales, encore vraiment maximum. Donc le prix moyen d'une marque de distributeur, c'est toujours plus bas que le prix moyen d'une grande marque. Donc en fait, c'est ça qui pénalise le rendement. Mais après, derrière le rendement, il faut entendre le niveau de charge qu'il y a. Pour te donner, parce qu'il faut mettre ça tout de suite dans la balance. Le niveau de charge qu'il y a dans un hypermarché ou un supermarché, parce que pour le coup c'est proche, c'est à peu près entre 22 et 23%. Donc il faut faire une marge brute de 25 pour dégager 2 au final. C'est très simple. Le niveau de charge qu'il y a dans un discounter, type Lidl ou Aldi, c'est inférieur à 20. Et même, on est plutôt à 17-18. Donc, tu vois, tu peux très bien vivre avec un rendement plus bas, parce que tu dois aussi intégrer, non pas uniquement le chiffre d'affaires, mais aussi le niveau de tes charges. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu de manière précise. Il faut une dernière question. Au niveau du centre-ville, avez-vous des solutions, des possibilités d'avenir pour ces petits commerçants du centre-ville? Bon, alors, pensez client. On va prendre un truc tout con. Moi, je suis frappé du nombre de municipalités qui, dans leur réflexion commerce, et en général commerce centre-ville, ont été, depuis presque, je sais pas, 20 ans, 30 ans, dans cette idée, la meilleure façon de protéger le centre-ville, c'est d'éviter que le client aille en périphérie. Et donc, d'éviter de créer de l'attractivité en périphérie, notamment par des magasins. En gros, tu es marié? Bon, ok, c'est la même idée. En gros, tu vas mettre une ceinture de chasteté à ta femme. Tu vas l'empêcher d'aller voir ailleurs. Si, excusez-moi, mais c'est ça. Et moi, je te suggère un autre truc. C'est de faire en sorte que chaque jour, quand elle se demande vers 17h ou 18h ou 19h où elle va rentrer, je dis, tiens, je suis content de rentrer à la maison. Parce que je vais le voir. Et bien, de tous les bipèdes qui existent sur Terre, c'est quand même celui que je préfère. Et voilà. Et donc, est-ce que je fais dans la métaphore, parce qu'en général, ça frappe bien les esprits. Est-ce que les municipalités se sont demandé comment on rend le commerce de centre-ville attractif? Comment on rend l'expérience d'achat intéressante ou pas? On a chassé les bagnoles du centre-ville. Et le mec qui est en périphérie, comment il vient dans le centre-ville? Ah, effectivement, on va réserver le commerce de centre-ville aux habitants du centre-ville. Et après, on va se dire, bah oui, mais il y a moins de chiffre d'affaires qu'avant. Bah oui, parce que le centre-ville, historiquement, c'était un lieu d'attraction. Oui ou non? Voilà. Et bien donc, on a arrêté de... On n'a pas compris qu'il fallait préserver cette capacité d'attraction. Je prends l'exemple de la bagnole. Non pas parce que je suis un anti-écolo, je ne sais pas quoi. Ce n'est qu'un exemple. Quand vous avez, par exemple, dans certaines villes, interdit les ouvertures tardives, et que vous avez des gens qui ne peuvent venir que n'importe quoi après 19h, et que vous avez dit, ben non, dans cette rue-là, c'est 19h. Est-ce que tu as créé des conditions d'attractivité? Non.
Donc le problème des centres-villes, c'est d'abord un problème politique, de révolution culturelle sur la relation au commerce. On n'empêche pas un client d'aller ailleurs, parce que ça, on n'y arrivera pas. Puis de toute façon, le ailleurs, je l'ai sur moi, donc c'est bien la peine de faire, parce que, voilà, et pire, je vais faire venir du flux en centre-ville pour me livrer, c'est pire que tout. Voilà, donc on n'empêche jamais un client d'aller là où il est attiré d'aller. Donc, résumé, créer les conditions pour qu'il soit attiré par le centre-ville. Point barre. Donc moi, là, pour le coup, je fais le procès des politiques. Sur la dévitalisation des centres-villes en matière commerciale, c'est le procès des politiques. Alors, pas de tous, parce qu'il y a des villes où les mecs ils l'ont un peu compris, hein, mais globalement, c'est quand même ça le sujet. Demandez-vous d'ailleurs si ici, par exemple, vous n'avez pas ce sujet-là. Si j'ai bien compris, le Super U, on l'a empêché de déménager à l'extérieur parce que ça allait dévitaliser la zone où il était. Ouais, très bien, mais ça n'empêchera pas de toute façon d'aller ailleurs si on a envie d'aller ailleurs. Hein. Il faut, si vous avez compris ce que je vous ai raconté, il y a une abondance d'offres commerciales et une stabilité de la demande. Ça donne plus de pouvoir que jamais au consommateur d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Hashtag bon sens. Voilà. Je suis à vous. Je vais te poser une question également. Vas-y. Tu as un petit peu insisté donc, sur la notion d'expérience client. Et donc peut-être que c'est dans cette logique peut-être que Lidl a abandonné leur discount pour devenir, je crois de mémoire, ce qu'on appelle maintenant un supermarché à dominante marque propre, il me semble. Peut-être l'exemple du Lidl à Chabrol va dans ce sens-là. Mais que dire en même temps de l'arrivée de cette enseigne, donc je crois que j'ai vu ça sur ton blog, qui s'appelle Mère par exemple. Là, elle est un peu mal en point parce que voilà. Implanter une enseigne rue en France aujourd'hui, bon courage. Cette idée d'enseigne vraiment peut vraiment appeler aujourd'hui de j'ai compris. Qu'est-ce que ça donne? Alors en fait, ce que vous vivez là, ce que l'on vit, moi aussi bien sûr, c'est un formidable résumé de l'histoire du commerce. Une nouvelle forme de vente, quand elle arrive, j'aurais pu vous faire 2 heures que sur ça, donc c'est dangereux mon truc, hein, mais c'est pas grave. Une nouvelle forme de vente, quand elle pénètre un marché, elle arrive toujours par le prix. Et elle tire à la baisse les 3 curseurs qui font ce qu'on appelle le coût-outil, la structure de coût. L'offre la plus petite possible, parce que moins vous avez de choix, plus vous êtes productif sur chaque référence vendue. Moins de services, moins de coûts. Moins de théâtralisation, moins de coûts. Évidemment, si vous faites un hangar, ça coûte moins cher qu'une cathédrale. Donc toutes les formes de vente, depuis toujours, ont été créées en arrivant sur le marché au plus bas niveau de prix possible. Monoprix, dans les années 30, c'était le hard discount de son époque. Vous voyez bien ce que Monoprix est devenu. Bon. Lidl, quand il est arrivé, ou Aldi, dans les années 88-89 en France, 1988-89, c'était ça. Et toutes les formes de vente se heurtent, au bout de quelques années de vie, au fait que leur concept commercial, qui est la conséquence de leur structure de coût, est très excluant. Parce que si vous voulez du choix, vous n'allez pas chez Aldi ou chez Lidl, il y a 20 ans. Si vous voulez du service, vous n'y allez pas. Notamment vous, les plus jeunes ici, vous ne savez pas, mais il y a 20 ans chez Lidl, vous ne pouvez pas payer avec une carte bancaire. Parce qu'il y avait une commission sur la carte bancaire. Aujourd'hui, ça ne vous passe pas par l'esprit d'imaginer qu'on ne puisse pas payer en carte bancaire. C'est un service qu'on vous a rendu. Et c'est un coût. Les magasins, c'était des hangars et des poubelles. Seuls ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour le prix vont, au début de l'histoire, dans ces formes de vente-là, qui sont très excluantes dans leur concept, parce qu'elles excluent ceux qui ne sont pas prêts à tous les sacrifices pour le prix. Donc, pendant X années, ça s'est toujours passé comme ça, ces formes de vente, elles se développent, elles prennent leur marché, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour le prix. 10%, 15% de la population. Et puis après, ça ne progresse plus. Ben oui, parce qu'il y en a qui viendraient bien chez Lidl, mais, ah ouais, moi je veux du choix, ou non, mais attends, je ne vais quand même pas payer en cash, ou non, mais t'as vu les magasins, c'est des poubelles. Et donc, ils viendraient bien, mais. Donc, si le commerçant ne change pas, lui, c'est-à-dire qu'il modifie les curseurs, un peu plus de choix, un peu plus de services, un peu plus de théâtralisation, ben le client, il ne va pas venir. Donc, à quoi assiste-t-on à chaque fois? À remonter des 3 curseurs. Le Lidl que vous avez, là, dont tu m'as parlé, c'est le Lidl cathédrale d'aujourd'hui. Il ressemble en rien à ce que vous avez connu peut-être, ben voilà, ben c'est ça. Et à chaque fois, ça marche. Parce que quand vous êtes moins excluant
mais que vous êtes toujours le moins cher. Vous conservez vos clients, parce qu'ils n'ont pas le choix, de toute façon, il n'y a pas plus intéressant que Lidl ou Aldi, mais vous allez chercher des nouveaux qui, désormais, vont venir chez vous. Et donc, mécaniquement, ça produit de la croissance. Sauf que chaque fois que partant du fond de la Seine, parce que c'est ça l'image, hein, chaque fois que partant du fond de la Seine, je me rapproche de vous, ça va être mieux, vous allez mieux m'entendre, vous allez mieux me voir, moi aussi, hop, et la vache, j'ai laissé de l'espace derrière. Et donc, tôt ou tard, il y en a toujours un qui arrive par derrière. Toujours. Et donc, ce qu'on a failli voir, je dis failli parce que l'arrivée de l'ultra-discount russe mère en France, là aujourd'hui, on n'y est plus. Mais moi, ça fait déjà 15 ans que je dis, on aura un jour un nouvel hard discount, qu'on appellera giga discount, ultra discount, comme vous voulez. Voilà. Par contre, je ne peux pas vous dire quand. Est-ce que c'est en 2028 ou en 2037? C'est rien du tout. Par contre, c'est certain qu'il y en aura un nouveau. Parce que dès lors que le mec d'avant, il s'est avancé, il a créé de l'espace derrière, et ainsi de suite. Monoprix était le hard discount, vous voyez ce qu'il est devenu. Lidl, vous le vivez. Alors pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu Lidl, mais pour les plus anciens, rappelez-vous, regardez le mouvement. Vous avez bien compris qu'un jour, il y aura quelqu'un qui arrivera et qui ressemblera à ceux qui étaient Lidl il y a 30 ans. C'est écrit. Par contre, c'est du temps long, le truc. Peut-être que ça n'arrivera que dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Donc, ça s'appelle la roue de la distribution. Et c'est une théorie qui est archi démontrée et qui dit que toutes les formes de vente naissent par le prix et toutes, à terme, finissent par se marginaliser à cause du prix. Aujourd'hui, Monoprix est une toute petite enseigne. Parce que évidemment, elle est tellement chère qu'il y a une toute petite partie des clients qui peuvent le. Il n'y a plus de questions. Bon, ben, je crois qu'on va. Ah, je tape pas. C'est un dictateur, lui. Hein. Non, mais je demande, mais c'est. Je regarde, quelqu'un. Non, non, Je vous en peut prie. parler. Je suis là avec le micro. Monsieur Clavelier. Ah. Ouais, mais toi, t'as pas l'âge non plus de vieux, non, toi aussi. Moi, par j'ai rapport connu aux- Lidl il y a 30 ans. Donc c'était sur, tu n'as pas abordé, ou j'ai pas suivi, mais je pense que j'ai vraiment tout suivi. Le mec, il est pas sûr d'avoir dormi, vous avez vu. À un moment donné, j'étais là. Vas-y. Bien fait d'avoir tout suivi. C'était pour connaître la part en fait maintenant du drive dans les super hypermarchés et aussi l'incidence que ça peut avoir sur la marge. Donc la part en termes de chiffre d'affaires et l'incidence que ça a sur la marge dont tu as parlé. Ok. Alors effectivement, je ne vais pas parler de drive. Je vais te le raccrocher à l'histoire que je raconte de toute façon parce que c'est totalement cohérent. Le drive aujourd'hui, ça pèse à peu près 8% de la consommation alimentaire et ça fait environ 10 à 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là où c'est raccord avec mon histoire, c'est que le drive n'a pas fait grossir le marché. Le drive, il a juste déporté de la consommation du offline vers le online. Donc en fait, le drive, il a participé à l'accroissement des capacités sans générer de nouveaux euros de chiffre d'affaires. Donc le drive a participé à fragiliser le modèle économique. Ça, c'est l'approche macro. L'approche micro, est-ce qu'un drive, si c'était ça le sens de la question, est-ce que c'est rentable? Et est-ce que c'est aussi rentable qu'un hyper? Alors vous avez deux types de drive. Quand vous faites du drive en picking magasin, c'est-à-dire en préparation dans le magasin, c'est mort. Parce que votre préparateur, il va préparer 80 articles à l'heure au mieux. Vous imaginez bien que quand vous faites les courses dans le magasin, les produits ne sont pas géolocalisés. Quand vous êtes dans un Leclerc Drive ou un Auchan Drive, vous êtes dans un entrepôt à part, alors évidemment, vous avez mis de l'argent pour le construire, hein. Vous l'achetez. Mais malgré tout, vous allez avoir une productivité de 250 articles à l'heure. Donc, tu passes de 1 à 3, pour faire simple. Et donc, ce qu'on appelle la VHT, la valeur heure travaillée, c'est-à-dire combien un people travaille, va manipuler de valeur d'euros dans une heure. Et il va manipuler 3 fois plus d'euros dans une heure dans un drive entrepôt façon Leclerc Drive, mais son salaire sera le même. Donc tu vas écraser le coût de son salaire beaucoup plus facilement. Donc le magasin comme lieu de préparation, c'est mort. Ça ne peut pas être rentable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Quand tu es un petit magasin, tu ne vas pas créer un gros drive, mais ça ne peut pas être rentable. Les drives entrepôts, eux, ils peuvent être rentables dès lors que tu atteins au minimum 4 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça le repère chiffré qu'il faut avoir. Ah, mais
Moi, je suis à votre dispo, donc... Très bien. Bon, bah, je crois que. Ah, le pacote, les DCF. Compte tenu de la baisse régulière que vous avez indiquée, il n'y a pas un risque que les centrales d'achat soient encore plus agressives. Je le sens naturellement, par rapport aux fournisseurs, les États en particulier, qui ne sont pas encore mis, je dirais, par rapport Ok. Alors, paysans distributeurs, centrale d'achat. Bon, alors, je trouve que là aussi, je vais faire mon très grand petit modeste, mais je ne suis pas le plus naïf sur le monde agricole. J'en suis issu et c'est ma formation. Bon, quand les paysans donnent des leçons aux distributeurs sur la notion de centrale d'achat, ça me fait marrer. Vous savez ce que c'est que des coopératives? C'est des centrales d'achat. Les agriculteurs ont inventé les centrales d'achat. Il faut que vous le compreniez quand même, ça. Il y a déjà un siècle. Les coopératives ont été créées pour rassembler des gens qui avaient les mêmes besoins de fournitures pour les acheter ensemble et les payer moins cher. Excusez-moi, mais c'est quand même ça, les centrales d'achat. Donc, alors, c'est pas pour, je ne suis pas en train de vous dire que les agriculteurs sont heureux, c'est pas ça le sujet. C'est déjà pour mettre un peu de connaissance sur ce sujet-là. Les centrales d'achat et les coopératives, c'est finalement pareil. Dans l'esprit initial. Ça a vraiment été créé, les coopératives, pour acheter moins cher. Parce que quand tu es plusieurs à acheter le même produit, parce que c'est le même besoin, tu as des meilleurs prix. Les distributeurs, pour répondre à ta question, ils vont continuer à le faire, et comme ils sont plutôt moins concentrés que l'industrie, contrairement à ce qu'on pense, vous avez 8 centrales d'achat aujourd'hui en France. Donnez-moi combien vous avez de fournisseurs. Tiens, vous voyez le rayon haut dans un hypermarché? Une allée dans ce sens-là, une allée dans ce sens-là. Combien il y a de fournisseurs sur le marché de l'eau? Je sais pas combien il y en a, tu sais, toi? 3. Danone, Nestlé, Neptune. Neptune, c'est Cristalline, Courmayeur et compagnie. 3. Alors effectivement, il y a beaucoup de marques. Ah oui, ça oui. Il y a 3 fournisseurs. Le marché du soda. Combien vous avez de fournisseurs? 1 et quelques autres. Non. Le marché de l'huile. Combien vous avez de fournisseurs? Et je pourrais vous citer des tas de trucs. Le marché du biscuit. Alors, il ne s'agit pas de dire que les distributeurs n'ont pas de pouvoir. Je ne nie pas le truc. Je vous encourage juste à mettre un peu de nuance dans l'analyse que l'on fait sur les relations amont-aval dans les filières. Ce qui ne veut pas dire que je conteste le malheur agricole. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Et donc, factuellement, les distributeurs aujourd'hui sont moins concentrés que l'industrie, et que si demain il y avait une concentration qui arrivait, elle passerait, malgré ce qu'on peut penser. Vous voyez, il y a eu le cas des rumeurs Auchan Carrefour, alors là c'est un peu calmé avec la Russie, parce qu'Auchan ils sont quand même un peu mal en point là-bas, mais demain ça sera Carrefour Casino, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça passera à l'autorité de la concurrence? Bien sûr. Combien vous avez de fournisseurs aujourd'hui pour ça là? Beaucoup moins que vous avez de distributeurs. Vous voyez le niveau de concentration, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Il ne faut pas juste voir, il y a le grand Carrefour et le petit paysan. C'est un peu plus subtil que ça. Donc, est-ce que ça va continuer? Oui, pour répondre à ta question. Parce que les attendus de marché sont tels. Les attendus de marché, ils sont plus forts que la volonté politique. Hein. C'est comme ça. Et on peut contester, mais dans ces cas-là, il faut changer de modèle. On est dans un modèle d'économie de marché. On tente de réguler, oui, ok, très bien. Mais malgré tout, la force du marché, elle est terrible. Et il y a des élections, hein, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils ont qu'à voter Mélenchon. Hein. Je ne fais pas de politique, moi je respecte tout. Mais on ne peut pas dire tout et son contraire. Voilà, l'économie de marché est ainsi faite que de toute façon, on peut l'aider à aller dans la bonne direction, mais on ne peut pas non plus tout décréter. Ça s'appelle l'administration. Et ça, il y en a qui ont essayé. Bon, bah, je crois qu'on va mettre un terme à cette Mettons un terme. conférence. Nous remercions Olivier Dauvers pour cette prestation, je pense qu'elle a été très très intéressante. Petit applaudissement, s'il vous plaît.